Bonjour à tous. Alors le point de départ de cette vidéo, vous savez que je vis en Amérique du Nord depuis un certain temps, pas loin d'une dizaine d'années maintenant, et même si c'est au Canada, on est amené de temps en temps à parler à des Américains, forcément. Et il est très difficile de parler à un groupe d'Américains sans que l'un d'entre eux, le plus con en général, du moment qu'il réalise que tu es français, il faut absolument qu'ils te disent ah, mais sans nous et notre débarquement, vous parleriez tous allemand, hein. Avec cet air satisfait de lui-même qu'on retrouve souvent chez les crétins ou les pires des incultes. Alors, ça me casse les couilles, je supporte pas ça. Alors, je reste quand même pas désagréable et je dis non, c'est pas comme ça, renseigne-toi au lieu de faire comme si tu avais débarqué toi-même. Et la plupart du temps, c'est suffisant, ça fonctionne. On part à discuter du sujet entre gens curieux, de comprendre l'autre. Enfin bon, on se met à en parler, ce qui est bien, mais pas toujours, notamment en ligne, parce qu'en ligne, bien sûr, ils se sentent à l'abri, ces cons-là. Et là, on a droit à ouais, vous êtes des collabos, vous êtes des perdants, vous avez cédé aux Allemands sans vous battre, toutes ces conneries. Alors, bon, alors là, ça part en ferme ta gueule, apprends à savoir de quoi tu parles, connais ta propre histoire avant de donner des leçons aux autres. Mais bien évidemment, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en ligne, ils ont toujours raison, bien évidemment, derrière leur clavier. Petite parenthèse, euh, céder aux Allemands sans nous battre, non. 100 000 morts en quelques jours quand même. J'appellerais pas ça ne pas se battre, non, c'est pas comme ça. Alors attention, petite précision, je ne dis pas que tous les Américains sont comme ça. J'aime l'Amérique et les Américains peuvent être parmi les plus brillants. Pas tous, hélas, comme en France, hein. On n'a pas du tout que des prix Nobel en France, loin s'en faut. Non, c'est rien d'anti-américain, mais j'ai tellement de fois eu droit à ces conneries que je suis obligé d'en parler un petit peu. On va commencer par le débarquement, puis on va parler de l'Amgot, du rôle de Gaulle et de tout ça. Alors, certains Américains sont si influencés par le cinéma, évidemment, par leur propre image, par leur supériorité supposée et par une forme d'ignorance entretenue par la télévision et par les politiciens. Euh, on pourrait appeler ça du brainwashing, pour utiliser un terme cher aux politiciens français du moment. Bon, généralement, on peut dire que l'Américain est persuadé qu'il a à peu près tout fait. Que tous les trucs qui se passent dans le monde, qui se sont passés dans le monde, tous les trucs positifs, il a un grand rôle dedans. Alors qu'en est-il vraiment? S'il est indéniable que le débarquement US, c'est-à-dire c'est pas qu'américain d'ailleurs, il y a eu des Anglais, des Canadiens, il y a eu des Français évidemment qui souvent étaient déjà là parce qu'ils avaient été parachutés quelques jours avant. J'ai d'ailleurs un ami dont le grand-père avait été parachuté depuis Londres quelques jours avant et commençait à préparer le terrain pour le débarquement du 6 juin. Et ce débarquement du 6 juin, c'était l'opération Overlord. Revenons 30 secondes sur ce terme Overlord. La traduction en français, c'est suzerain. Alors, c'est pas vraiment souverain, mais c'est du même tonneau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus des autres et les autres sont ses vassaux. Bon, déjà, sympa. Les forces en présence pour cette opération Overlord étaient un petit peu disproportionnées, puisqu'il s'agissait de 150 000 hommes, de 6 900 navires, dont 1200 navires de combat qui ont bombardé le mur de l'Atlantique, plus de 11 000 avions, des centaines de chars. Bon, en face, il y avait 50 000 hommes, moins de 300 avions, tout ça pour tout le front ouest, pas uniquement les plages du débarquement. Quasi pas de chars ni de navires, évidemment, puisque les Allemands attendaient le débarquement dans le nord. Donc, une vraie disproportion, même s'il ne faut pas se mentir, les Allemands avaient l'avantage tactique. Quand on est en haut et que les autres débarquent, même en courant sur la plage en dessous, eh ben, c'est un peu comme à la fête foraine, quoi. Ça dégringole facilement. Effectivement, le débarquement qu'on qualifie de débarquement américain a occupé les Allemands pour permettre
la poursuite de la guerre sur plusieurs fronts. Il faut quand même dire que ce sont les Russes qui ont libéré une bonne partie de l'Europe. Mais il y a eu moins de films et de lavage de cerveau, donc forcément, c'est comme si c'est les Américains qui avaient tout fait. Le succès de ce débarquement a permis, en fait, jusqu'à la fin juin, de faire débarquer 850 000 hommes, 150 000 véhicules, pas loin de 600 000 tonnes de matériel, pour aller libérer Paris et une bonne partie du pays. Parce que pendant ce temps, les troupes françaises avaient fait le débarquement de Provence, qui avait été un succès monstre. Bon, pas la même ampleur, évidemment, mais le débarquement de Provence était un succès à tous les niveaux. Mais ça, on n'en parle pas parce que ben, il n'y a pas de film dessus à une virgule près. Qui était en charge de tout ça? Eh bien, il s'agissait de l'AMGOT, AMGOT, qui en fait veut dire Allied Military Government of Occupied Territories. Alors, on était considéré comme un territoire occupé, toujours agréable. Le but était d'établir un gouvernement provisoire militaire et de gérer la France, qui au passage perdait sa souveraineté, et de faciliter les investissements américains tout en trouvant un nouveau marché pour les produits américains. Ces ambitions de contrôle ont été essentiellement contrecarrées par De Gaulle. Une monnaie avait même été imprimée par les USA et contrôlée par les USA, bien sûr, pour servir en France. Certains fleurons de l'industrie française, on reviendra sur l'exemple de Potez Aéronautique, ont été éliminés pour faire de la place aux technologies américaines. Heureusement, De Gaulle s'est opposé à la domination américaine, a refusé leur monnaie de merde, dont voici un petit exemple, le fameux billet drapeau imprimé aux États-Unis. Et il a mis en place très rapidement ses préfets qui ont mis en œuvre une diplomatie, entre guillemets, appuyée sur à la fois des membres de la résistance et des forces françaises libres, ce qui a permis de garder à la France sa souveraineté. Bravo. Euh, Quand même, bien qu'ils aient laissé tomber leurs ambitions avec l'AMGOT, ils ont quand même mis au point le plan Marshall pour la reconstruction de la France et de l'Europe, ce qui a aussi été un succès commercial pour les Américains. Alors, petite parenthèse sur Potez Aéronautique, qui était vraiment un des fleurons de l'aviation française et qui était, on va dire, avant-guerre, plus ou moins l'équivalent de Dassault, et qui, avec ces technologies révolutionnaires, aurait été largement en avance et aurait été largement, mais très largement, l'équivalent de Dassault. Mais leur fameux moteur, qui était fantastique pour l'époque, euh, a été, enfin, toutes les pièces de fonderie se rapportant à ce moteur, les moules et tout ça, c'est-à-dire des choses inestimables, ont été saisies par les Américains qui ont fait exploser tout ça. Et voilà, donc Potez Aéronautique a survécu quelques années, puis a fini par faire quelques alliances avec d'autres petites boîtes d'avions, et puis ils se sont effondrés définitivement dans les années 60. Et ça, c'est pas de l'invention, ça m'a été rapporté par le père d'un ami qui était pilote d'essai pour Potez Aéronautique pendant la guerre et qui donc connaît bien le sujet. Posons-nous la question, quand est-ce que les Américains sont entrés en guerre pour autre chose que des mobiles économiques? Eh bien, ayant fait quelques recherches, je pense que à peu près jamais. Depuis leur guerre d'indépendance, qui était tout à propos de ne pas, plutôt de ne plus donner de fric aux Anglais, leur guerre de sécession, non, n'en parlons pas. Non, c'est vraiment comme ça. Il y a à peu près pas une seule fois où ils sont vraiment rentrés en guerre pour autre chose. Revenons aussi sur autre chose, la collaboration. Alors, après la guerre, les statistiques étant ce qu'elles sont, on sait qu'approximativement 8% de la
population française collaborait activement, et c'était essentiellement à Paris. Et d'ailleurs, De Gaulle dira plus tard, à une virgule près, hein, je ne le cite pas, c'est juste de mémoire, il dira: qu'est-ce que les Parisiens ne feraient pas pour un dîner en ville dans leur restaurant favori? Donc voilà, il y a eu d'autres précédents. Euh, donc effectivement, le mythe du peuple français collaborateur à mort, eh ben, tout ça, évidemment, c'est faux. Même si certains ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour déporter un max de juifs ou autres, parce que personnellement, c'était pas leur truc, il y en a quand même énormément, même s'ils étaient miliciens, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les faire passer en zone libre, voire à l'étranger quand il n'y a plus de zone libre. Pendant qu'on y est, penchons-nous sur les exactions commises par les troupes de l'oncle Sam sur notre territoire. Alors, bien sûr, il y a eu des vols, il y a eu des violences contre les populations civiles. Bon, ok. Par contre, ce que j'ai appris pendant mes recherches, et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu pas mal de viols. Il y a eu en fait plus de viols commis en quelques mois par les GIs que par l'armée allemande d'occupation en des années. Alors, c'est quand même significatif. Il faut dire que les Allemands réprimaient ça très méchamment. Un gars qui violait une civile française, à une virgule près, il était pendu dans la journée. Là où les Américains passaient beaucoup de choses sous silence, soucieux qu'ils étaient de préserver le moral des troupes et l'image de l'Amérique au sein de l'Europe. J'ai aussi découvert que y avait des petits pamphlets de propagande qui circulaient dans les troupes américaines, ce qui est un truc super. Et ça disait: les Français sont des perdants, des collaborateurs, ils sont dévirilisés. D'ailleurs, les Françaises vous attendent les cuisses ouvertes. Il y avait des brochures expliquant ça aux troufions américains. Et selon certains historiens, il semblerait que beaucoup de viols sur les Françaises aient été commis par les soldats américains d'origine africaine. Alors bon, ça, on est sûr de rien, mais deux choses à ce sujet. Les troupes américaines avaient beaucoup tendance à condamner beaucoup plus sévèrement les soldats noirs que les blancs. Bon, ça c'est une chose. Et que, deuxième chose, les Noirs américains étaient dans leur pays victimes de la ségrégation, qui était loin d'être une plaisanterie jusque dans les années 70, et avaient peut-être plus tendance à essayer de se lâcher, entre guillemets, sur les blanches, ce qui n'était carrément pas une option du tout aux USA. Dans certains coins, tu finissais pendu avant même d'avoir pu te retourner. Cela reste évidemment et fort heureusement un phénomène assez marginal. Ça n'a pas du tout été un entre guillemets phénomène de masse comme dans certaines villes allemandes où le viol par les troupes soviétiques était encouragé et le viol systématique était euh, en vigueur, tout simplement. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres, cependant, car les crimes sexuels sont un sujet sensible qui est souvent minimisé ou mal documenté de manière historique. La plupart des chiffres et des faits que je viens de citer viennent d'une écrivaine américaine, il faut dire comme ça maintenant, qui s'appelle Mary-Louise Roberts et qui est la principale source pour ces sujets. Ah oui, dans un registre différent, il y a eu aussi les bombardements américains sur la population civile française qui ont fait des milliers de morts, évidemment, notamment à Paris, je crois qu'il y a une bombe américaine qui est tombée dans une bouche de métro où des milliers de gens s'étaient réfugiés, et en avant, tout ça a flambé joyeusement. Entre les violences sur la population, la domination économique, la ruine des pépites françaises au profit de la technologie américaine, ça fait un peu lourd. Et est-ce que ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle étrangement la manière dont nous avons traité l'Allemagne après la guerre de 14-18. On leur a flingué leurs aciéries, leurs fonderies dans la Ruhr, pensant récupérer tout ça pour
les aciéries de l'Est de la France sans succès, parce qu'ils avaient une expérience et un savoir-faire qu'on n'avait pas. Mais donc, c'est pour dire que c'est pas nouveau comme procédé. La grosse différence, c'est que quand on a traité les Allemands, peut-être injustement, c'était pas du tout nos alliés, c'était nos ennemis. Tandis que les Américains nous ont traités comme de la merde alors qu'on était des alliés, ce qui est pas franchement glorieux. En tout cas, on peut clairement dire merci à De Gaulle pour nous avoir évité ça. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, signalez-moi tout ça en commentaire. Merci beaucoup.